Bonsoir, voici les titres de ce journal. En Ulster, la compagne du chef présumé de l'IRA véritable condamne l'attentat d'Omagh et les autorités de Dublin préparent une offensive antiterroriste. Près de 40 morts en une semaine en Algérie. Reportage dans le train qui relie Alger à Oran, 6 heures à guetter le danger. Les affaires de dopage se multiplient. En Italie, la justice s'intéresse aux footballeurs. Témoignage en direct depuis Parme de Liliane Thuram. Les banques baissent les taux des prêts immobiliers. On peut emprunter à moins de 6% pour se loger. C'est le moment. La police d'Ulster est sur la piste de 2 hommes suspectés d'avoir conduit la voiture contenant la bombe qui a fait 28 morts et 220 blessés samedi à Omagh. En Irlande du Sud, à Dublin, les autorités veulent mener une offensive massive contre les extrémistes républicains opposés aux accords de paix. Nous nous sommes rendus à Dundalk, une petite ville souvent qualifiée de fief de l'IRA. C'est là que Michael McKevitt, chef présumé de l'IRA véritable, est domicilié. Sa compagne, Bernadette Sands, la sœur d'un martyr de l'IRA mort en 1981, tient une boutique à Dundalk. Pour France 2, Valérie Fourniot et Nick Bosbaai l'ont rencontré. C'est la route qui mène à Dundalk, le fief nationaliste. La frontière entre les deux Irlandes, point de passage des terroristes pour leur repli vers le sud, leur base arrière. Depuis lundi, ces policiers et militaires de la République du Sud ont renforcé les contrôles. Celui qu'ils recherchent est en fuite. Michael McKevitt, chef présumé de l'IRA véritable, un homme qui nie toute responsabilité dans le carnage d'Omagh. Ce matin, nous avons retrouvé sa femme, une militante nationaliste comme lui. Elle fait partie d'un mouvement qui a refusé de signer les accords de paix, notamment au nom de la mémoire de son frère, Bobby Sands, martyr de la cause nationaliste. Hier, elle a condamné l'attentat. Je me suis déjà exprimée sur cet attentat. J'ai dit ma version de l'histoire. Je ne tiens pas à me répéter. Les gens ne me croient ou pas, peu importe, je n'irai pas plus loin. Elle nous a confié qu'elle a reçu des menaces et elle a peur. Car à Dundalk, la population ne veut plus entendre parler du couple Sands-Kevitt, même s'ils refusent de les citer nommément. Je pense que tout le monde ici en ville est dégoûté par ce qu'ils ont fait. Personne ne les cautionne ni les soutient. La grande majorité des gens de cette ville approuvent les accords de paix. Parce que la grande majorité a voté pour. Ceux qui sont contre ne sont qu'une minorité. Et depuis lundi, ils viennent en masse à tour de rôle signer un livre de condoléances, marquer leur soutien aux familles des victimes et surtout se démarquer des nationalistes républicains. Ces gens ne me représentent pas. Je crois que la majorité demande la justice. S'ils sont coupables, c'est la peine à vie qu'ils méritent. Et si je dis à vie, c'est la prison à vie. Dublin prépare une offensive contre les extrémistes républicains. De nouvelles mesures antiterroristes vont être prises car paradoxalement les forces de l'ordre connaissent ici tous les chefs de guerre de l'IRA véritable, mais faute de preuves suffisantes, ils ne peuvent pas les arrêter et il aura fallu la mort de 28 personnes pour que Dublin révise son arsenal juridique. Le président des États-Unis était parti dans le Massachusetts prendre des vacances après les affaires avec Monica Lewinsky et le procureur Kenneth Starr. Il vient de faire une déclaration assez solennelle où il vient d'annoncer que les États-Unis allaient frapper 2 bases ou plusieurs bases terroristes au Soudan et en Afghanistan, et ceci en liaison avec les attentats qui ont eu lieu à Nairobi et à Dar es Salaam. Il est vrai que les États-Unis soupçonnent le Palestinien Oussama Ben Laden d'être réfugié en Afghanistan. C'est sans doute pour cette raison que Bill Clinton a annoncé très solennellement que les États-Unis allaient frapper des bases terroristes donc dans le Soudan et en Afghanistan. Pendant ce temps-là, à Washington, le procureur Kenneth Starr veut aller plus loin que les aveux du président Clinton. Aujourd'hui, au tribunal fédéral de Washington, devant un jury populaire, le procureur avait convoqué Monica Lewinsky. Le 6 août dernier, celle-ci avait admis, après 9 heures d'audition, avoir eu des relations sexuelles d'un certain type avec le président. Aujourd'hui, le procureur lui en a demandé plus. Commentaire Dominique Derda. Et c'est reparti, revoici Monica Lewinsky sommet une nouvelle fois devant le grand jury de déballer son linge sale. Il va lui falloir encore et encore donner plus de détails sur les aspects les plus intimes, les plus crus de sa liaison avec Bill Clinton. Kenneth Starr veut tout savoir, où, quand, comment, combien de fois. Et puisqu'en échange de son immunité et de celle de sa mère, elle a promis de ne rien cacher, Monica va parler.
On dit que lors de sa première déposition, le 6 août dernier, certaines questions l'avaient mise mal à l'aise, tant elles étaient précises. Mais on dit aussi dans la presse populaire de ce matin qu'elle en veut beaucoup à Bill Clinton de ne pas avoir eu pour elle, dans sa confession télévisée, un petit mot gentil. Elle espérait un signe. Il n'y en a pas eu. Par le passé, il était plus attentif. C'est du moins ce que l'on affirme dans les milieux bien informés grâce aux fuites habilement orchestrées par les proches de Kenneth Starr. C'est une cravate offerte par sa jeune maîtresse que Clinton arborait, paraît-il, le jour où justement elle témoignait devant le grand jury. En lui offrant, elle lui aurait dit « Quand vous la porterez, je saurai que je suis proche de votre cœur ». Lundi, Clinton avait une autre cravate. Mais l'insatiable Kenneth Starr ne se contentera ni du mea culpa du président des États-Unis, ni des confidences de la midinette. Ce qu'il veut, lui, c'est démontrer le parjure, prouver que Bill Clinton a menti et fait pression sur des témoins pour qu'ils mentent eux aussi. Il vient d'obtenir des échantillons d'ADN du président des États-Unis. Et il a convoqué une nouvelle fois celle par qui le scandale est arrivé, Linda Tripp, l'amie de Monica qui, en secret et à son insu, a enregistré ses confidences énamourées sur ses rencontres avec Bill Clinton. L'Amérique a beau être au bord de l'écœurement, après sa prière du matin, le grand inquisiteur poursuit sa sale besogne. Dans la République démocratique du Congo, la situation politique et militaire semble changer. L'offre de négociation faite sans condition par la rébellion redonne un peu d'espoir à une solution négociée du conflit. Le président sud-africain Nelson Mandela appelait aujourd'hui à un cessez-le-feu et à un sommet diplomatique. Mais sur le terrain militaire, les affrontements continuent et maintiennent sous pression notamment les 5 millions de Kinois, les habitants de Kinshasa. Explication Éric Monnier. Le lever du soleil a apporté enfin une bonne nouvelle aux Kinois ce matin. Le rétablissement de l'électricité dans la capitale après 72 heures d'une coupure imposée par les rebelles. Le barrage hydroélectrique d'Inga à 350 km au sud-ouest de Kinshasa est toujours entre leurs mains. Alors, mesure de clémence peut-être? Ou tractation en coulisses avec les autorités légales? Nul ne le sait. Pour le moment, dans la rue, on doit se contenter des faits. Pourtant, la tension n'a pas disparu. Des troupes étrangères françaises ou britanniques continuent à patrouiller sur le fleuve qui sépare Kinshasa de Brazzaville. Un hélicoptère Puma français a même été touché par une balle d'arme automatique lors d'un vol d'entraînement hier soir, sans dégâts. Pendant ce temps, les rebelles continuent à souffler le chaud et le froid. Le chaud, c'est l'offre de négociation formulée hier soir par Bizima Kara, l'un des leaders de la rébellion et ex-ministre de Kabila. Le froid, c'est la présentation à la presse de ces soldats gouvernementaux faits prisonniers par les rebelles à Matadi, le port stratégique congolais. Ou bien encore, l'annonce de la prise d'une nouvelle ville, Banza Gungu, à 120 km seulement de Kinshasa. Kinshasa dans l'expectative, Goma en liesse. À l'autre bout du pays, les principaux leaders de la rébellion rencontraient aujourd'hui la population, en nouveau maître de tout l'est du pays. Une manifestation très colorée qui n'était pas sans rappeler celle organisée à la gloire de Laurent Désiré Kabila il y a un an, au même endroit. Jérôme Boni, vous êtes en direct de Kinshasa. Est-ce que vous avez confirmation de l'arrivée de troupes africaines à Kinshasa et quelles sont la nationalité de ces troupes? Effectivement, cet après-midi, des troupes sont arrivées sur l'aéroport de Kinshasa, donc juste au lendemain de l'annonce par le président Mugabe, le président du Zimbabwe, qu'il allait envoyer des troupes pour rétablir la stabilité et la paix ici en République démocratique du Congo. Sur ces images tournées par la télévision congolaise, nous-mêmes n'avons pas eu l'autorisation de nous rendre à l'aéroport. On peut constater qu'il y a eu un certain nombre de troupes qui sont arrivées. D'après nos informations, il y aurait environ un bataillon, c'est-à-dire entre 300 et 400 hommes qui ont été acheminés par 2 ou 3 avions porteurs à partir de Harare. Alors maintenant, quelle sera la mission exacte de ces troupes? Donc en principe, elles viennent pour la stabilité et la paix. Est-ce qu'elles vont prêter main forte aux troupes qui sont encore fidèles au président Kabila? Cela reste à démontrer. Le but de ces troupes, c'est de calmer le jeu à un moment où la rébellion s'approche de plus en plus de Kinshasa et où il y avait un risque de bain de sang dans la capitale. Alors est-ce que vous avez pu constater, ou d'après les informations dont vous disposez, est-ce qu'il y a un réel changement de rapport de force entre Kabila et la rébellion? Effectivement, il y a un réel changement de rapport de force. Il y avait une espèce de course-poursuite en fait entre Kabila et les pays auxquels il avait fait appel pour lui venir en aide. Et puis de l'autre côté,
cette rébellion qui, à l'est et puis surtout à l'ouest, progressait de jour en jour, puisque cette nuit, elle a pris une base qui était le dernier verrou à peu près 100 km à l'ouest de Kinshasa. En tout cas, ce sont les rebelles qui le disent, mais cela semble confirmé. Alors évidemment, pour éviter le bain de sang dont je vous parlais, pour que les négociations repartent, il était nécessaire de rééquilibrer le rapport de force. Et comme vous le savez, dès hier, la rébellion a totalement changé son fusil d'épaule, puisqu'alors que jusqu'ici, elle exigeait comme préalable à toute négociation le départ du président Kabila, et bien maintenant, elle accepte de se mettre à la table de Kabila. Mais est-ce que le président Kabila lui-même l'acceptera? On peut imaginer qu'il subira des pressions internationales pour amener un règlement à ce conflit qui risquait d'être très dangereux pour la République du Congo. Merci Jérôme Bonny. Et puis à signaler qu'il y a eu des affrontements, notamment à l'égard de différents confrères de la presse et de nos confrères de TF1. Une équipe a été agressée. En Birmanie, à 25 km de Rangoon, sur une route de campagne, Madame Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, affronte pacifiquement les autorités militaires. À l'intérieur de cette voiture, Aung San Suu Kyi persiste dans sa volonté de circuler librement et de rencontrer ses militants. La junte militaire l'en empêche. Madame Aung San Suu Kyi tient ainsi depuis 9 jours. Son état de santé s'affaiblit, ses réserves d'eau et de nourriture s'amenuisent. En Algérie, les massacres continuent. Près d'une quarantaine de morts en une semaine. Et hier, le président Zeroual assurait dans un discours télévisé que la sécurité s'améliorait. Aujourd'hui, une bombe artisanale a explosé sur une place publique à El Kemis, un village situé à 80 km au sud-ouest d'Alger. Bilan, 13 morts, 39 blessés. Bien souvent, les embuscades sont tendues sur les routes ou les voies de communication. Le reportage que vous allez voir est exceptionnel. Une équipe de France 2 a pris le train Alger-Oran. 6 heures de voyage, 6 heures à guetter le danger. Reportage Thierry Tuillier, Bruno Giraudon et Bruno Tintignac. Même aux heures les plus sombres, il y a toujours eu des voyageurs et des trains en Algérie. Ceux-là attendent sur le quai d'une gare d'Alger le 1001, le train rapide Alger-Oran. Avant les attentats, il y en avait 6 par jour. Il n'y en a plus que 3 et le trafic de nuit a été suspendu, trop dangereux. Hassen le sait et il feint de s'en moquer. Il assure sans état d'âme le service sur le Alger-Oran, aller et retour. J'ai jamais pensé pour le danger. Parce que si je pense pour le danger, alors il faut que je reste à la maison. Je ne travaille pas. Mais il y a souvent des bombes sur cette ligne. Non, ça dépend. Ça dépend. Une fois à hasard. Du barman au contrôleur, chacun s'accroche à son travail, oubliant les périls. C'est comme ça, pense-t-il, que les groupes armés ont échoué dans leur entreprise de terreur. Il faut être volontaire pour travailler sur ce train ou pas? Non. C'est un roulement d'un mois. C'est-à-dire on le fait 2 fois ou 3 par mois. Au bout du voyage, il y a Oran. Les plages, les terrasses de café, la vie sans la tension d'Alger. Une destination rêvée pour les vacances. Mais avant, il faut parcourir quelques 400 km, s'arrêter une dizaine de fois et puis retenir son souffle. Quand se profilent les montagnes de l'Ouest, repère des groupes armés. Ça dure 6 heures quand tout va bien, et la peur ne quitte jamais le voyageur. Je bouge tout le temps dans le train, je ne reste jamais au même endroit. Pourquoi vous faites ça? Je regarde si jamais il y a quelque chose de suspect. Et lui encore descend au prochain arrêt. Juste le temps d'apercevoir les paysages de la Mitidja, aux arbres sciés pour mieux prévenir les embuscades. Et cet amas de rails sur le bas-côté, témoignage de précédents attentats. Début juin, une bombe a explosé au passage du rapide Alger-Oran, faisant 13 morts et une trentaine de blessés. Militaire en permission, Hamid était dans ce train, ce qui ne l'a pas fait renoncer à ce moyen de transport pour rentrer chez lui, à Oran. Pourquoi prenez-vous le train? À cause des terroristes. Dans le train, je me sens en sécurité, il y a des gendarmes. Dans les taxis, c'est dangereux. Il y a des faux barrages. Et si on contrôle les cartes d'identité, comme je suis militaire, c'est fini pour moi. Pourquoi c'est fermé, monsieur? C'est contre les bombes. C'est contre les bombes. Depuis peu, la compagnie nationale croit avoir trouvé une parade aux attentats. Interdire aux voyageurs les 2 premiers wagons. C'est toujours les 2 premières voitures qui tombent dans le piège. C'est bon.
Dérisoire, car si la locomotive déraille, pas un wagon ne sera épargné. La locomotive, c'est le domaine de Nasser, le conducteur, et d'Mbarek, son aide. Il y a quelques semaines, à l'entrée du tunnel, une nouvelle bombe a explosé, blessant un de leurs collègues. La zone est dangereuse et c'est au ralenti que Nasser conduit sa machine jusqu'à la sortie du tunnel. Mais il sait qu'il est impuissant à déjouer les pièges. On ne peut pas reconnaître s'il y a une bombe ou il n'y a pas. Parce que la bombe, elle est sous terre, sous les rails. Nous, on fait ce travail et on laisse ça pour Dieu. S'il y a un acte de sabotage là, on ne peut pas le savoir. Le train traverse maintenant la plaine de l'Oranais. Le plus dur est passé, les poseurs de bombes ne s'aventurent pas à découvert. Voici Oran rallié sans encombre et à l'heure. C'est là sans doute pour tous le plus beau sujet de fierté. Une victoire de la vie sur la mort. Accord entre l'Irak et la Syrie. Cet accord signé ce matin doit permettre de réhabiliter l'oléoduc reliant les champs de pétrole du nord irakien au port syrien de Banias sur la Méditerranée. Les Américains s'étaient opposés à cet accord. 6 coureurs de l'équipe cycliste néerlandaise TVM entendus à Reims par les policiers. Lors du Tour de France, des produits dopants avaient été saisis dans l'hôtel où résidait l'équipe TVM. On se souvient également qu'au mois de mars dernier, une centaine de doses d'EPO avaient été découvertes dans une voiture de l'équipe TVM. Aujourd'hui, les cyclistes étaient auditionnés en tant que témoins. Reportage Jérôme Laurent, France Vaillant. Les coureurs de TVM sont arrivés vers 9 h ce matin au commissariat de Reims. Seul le Belge, Johan Capio, manquait à l'appel, blessé dans une rixe hier soir. Le Français Laurent Roux fermait la marche. Pour eux, la journée fut longue. 10 heures d'interrogatoire en présence d'enquêteurs de l'Office des stupéfiants de Nanterre. Un par un, ils seront emmenés dans un laboratoire d'analyse pour y subir des prélèvements de sang, de cheveux et d'urine. En fin de journée, le Belge Hendrik van Dijk sera le premier à sortir de l'hôtel de police en compagnie de Laurent Roux. On a tous dit la même chose, on ne connaissait pas l'existence de ces produits et on n'a jamais pris de PO. Qu'est-ce que j'ai déclaré aux enquêteurs? La vérité. C'est-à-dire? La vérité. Vous aviez connaissance de la circulation de ces produits dans l'équipe? Non, mais on vient de faire là, depuis ce matin, on leur a dit tout ce qu'on avait à leur dire. Moi, je veux bien parler devant des caméras et des micros maintenant, mais seulement pour du sport. Ce soir, tous les coureurs sont rentrés chez eux. Seul le médecin de l'équipe, Andrei Mikhailov, dort pour le moment toujours en prison. À Lausanne, devant la commission exécutive du Comité international olympique sur le dopage, c'est Jean-Claude Killy, en qualité de patron du Tour de France, qui s'est expliqué. Jean-Claude Killy a fait des propositions. Le CIO va peut-être créer une nouvelle agence chargée de la lutte antidopage. Et puis de son côté, l'Association médicale mondiale veut interdire aux médecins tout soutien à des activités de dopage. Mais en Allemagne, 5 personnes poursuivies pour avoir dopé 17 nageuses, c'était avant 1989, en République démocratique allemande. Ces médecins ont été condamnés seulement, dit-on, à des amendes. En Italie, les juges s'intéressent au dopage dans le football. Ils ont déjà convoqué plusieurs vedettes du Calcio, dont Vialli et Del Piero. Le Français Didier Deschamps a donné son témoignage. Enquête en Italie de Mathieu Huchet, Emmanuel Beck. Dans ce bolide, Zinedine Zidane, suivi de peu par Didier Deschamps. 10 h ce matin à Turin, les 2 stars françaises sont ponctuelles à l'entraînement, malgré leur match hier soir en équipe de France. Les tifosi sont venus soutenir leurs joueurs, des joueurs soupçonnés de dopage depuis une semaine. Le juge de Turin multiplie les convocations. Après Vialli et Del Piero, c'était au tour de Deschamps il y a 2 jours. Un Didier Deschamps pas très bavard sur le sujet. Mais vous pouvez me dire ce que vous avez dit au juge cet après-midi? Non, ça vous regarde pas. Simplement me dire pourquoi vous avez été convoqué. Un papier témoin. Prends la ligne. Le premier à jeter un pavé dans la mare fut l'entraîneur de Rome. Il y a une dizaine de jours, au lendemain du Tour de France, il allume une nouvelle bombe en réclamant une opération main propre dans le Calcio. Il accuse plusieurs joueurs de la Juventus. Les tifosi, eux, n'y voilà que jalousie et guerre tactique entre clubs gagnants. Pour moi, je trouve ça parfaitement injuste d'accuser des joueurs qui n'ont rien à voir là-dedans. On accuse la Juve parce qu'elle a tout gagné, c'est le plus grand club. Le dopage dans le foot, ça n'existe pas, c'est de la jalousie.
Marco est journaliste sportif à la Stampa, un grand quotidien. Il avoue ne pas être surpris par ces rumeurs. C'est très difficile, c'est très délicat. Nous pensons tous que les contrôles antidopage sont inefficaces. Pendant des années, Maradona a absorbé de la cocaïne quand il jouait à Naples. On ne l'a appris que des années plus tard. Cela montre bien qu'il est facile de contourner les contrôles. Le procureur de la République de Turin cherche maintenant à obtenir les dossiers médicaux des joueurs. La star de la Juventus, Del Piero, aurait admis durant son audition avoir pris des médicaments. On parle beaucoup de la créatine, une substance qui permet d'augmenter la masse musculaire. Mais à la différence de l'EPO, bien connu depuis le Tour de France, la créatine n'appartient pas à la liste des produits dopants. En direct de Parme, le champion du monde, Lilian Thuram. Lilian Thuram, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'abord de vous être déplacé le lendemain d'un match international et puis vous êtes entraîné aujourd'hui. Avant d'évoquer ce match d'hier, vous avez tenu des propos dans le journal Le Parisien qui disait qu'au fond, un peu ce que disait ce journaliste italien, tout le monde sait que dans le football aussi il y a du dopage. C'est pas qu'une rumeur, c'est sans doute une réalité. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu tout ça? Enfin, tout le monde sait qu'il y a... J'ai pas dit exactement ça, j'ai dit simplement que je pense que dans la vie, il y a des tricheurs. Et je pense que dans le sport, il y a des tricheurs, donc pourquoi pas dans le football. Mais de là à dire qu'il y a des dopés en grand nombre dans le football, c'est pas mes propos, quoi. Est-ce que vous avez le sentiment que dans le championnat italien, il y a effectivement une sorte d'organisation pour qu'on puisse se doper? C'est-à-dire, est-ce que des produits circulent? Est-ce que vous en avez vu? Est-ce que vous avez été témoin? Mais vous savez, je pense que ça n'existe pas vraiment. Je pense qu'on parle du championnat italien, mais c'est comme dans le championnat français ou dans tous les championnats européens. Je pense que, comme je le répète, s'il y a des tricheurs dans les autres sports ou même dans le monde de tous les jours, il y a des tricheurs sûrement au foot et j'espère et je pense de tout cœur que les fédérations font en sorte que ces tricheurs soient reconnus et puis éliminés. Alors, on entendait tout à l'heure quelqu'un qui disait que les contrôles étaient sans doute inefficaces. Est-ce votre sentiment? Mais bon, je suis pas très... Je peux pas vous dire sur ce point parce que bon, je sais pas comment ça se passe. Mais je pense qu'à chaque match en Italie, il y a toujours 2 joueurs de chaque équipe qui sont tirés au sort. Et je pense que c'est une très très bonne chose. Vous-même, vous êtes contrôlé régulièrement, ça se passe assez souvent. Est-ce que dans le club, il y a même un contrôle médical? Dans le club, bon, il y a un suivi médical, mais bon, je pense pas qu'ils recherchent les produits dopants. Je ne sais pas, parce qu'on fait des prises de sang, surtout pour savoir un peu ce qui manque et pour essayer de rétablir l'organisme. Je pense que, par exemple, en équipe de France, lors de la Coupe du Monde, il a été fait des contrôles, je crois, entre nous. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que vraiment, à preuve du contraire, je pense que le football est quand même un sport très très propre. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que bon, c'est vrai qu'en ce moment, on parle de beaucoup de choses. Je pense que notamment, c'est dû au Tour de France où il y a eu des problèmes. Donc maintenant, on se rabat sur le football. Mais je pense que dans la globalité, le football reste un sport très très propre. Pardon pour cette question, mais est-ce qu'au niveau où vous êtes, au niveau international, au niveau de sollicitation des corps, des sportifs comme vous, est-ce que l'on peut jouer sans être un petit peu dopé, c'est-à-dire sans recevoir des substances qui vous permettent de résister à cet entraînement? Mais dites-moi, il faut savoir ce qu'on entend par dopage. Parce que bon, ça peut être très très vague, il ne faut pas quand même s'écarter. Le dopage, c'est de prendre des produits qui peuvent être nuisibles pour le corps et qui sont interdits. Parce que bon, il ne faut pas faire l'amalgame du doping. Si par exemple il vous manque un peu de fer ou du magnésium, si vous appelez ça doping, alors il faut faire attention à ce qu'on dit, quoi. Est-ce que vous-même, vous faites très attention à ce que vous absorbez en termes de vitamines, effectivement d'éléments qui vous permettent de résister à l'entraînement et au match? Est-ce que vous faites très attention à tout ça? Oui, je pense que pour ma part, je fais très très attention parce que bon, c'est pas que j'ai pas confiance, mais je pense que j'ai 26 ans, je pense que je suis en pleine forme et j'essaie de récupérer tout naturellement parce que bon, moi je pense que si on prend l'habitude de prendre même des vitamines, après quand même le corps à la longue en a besoin et donc après il y a une récupération peut-être un peu plus lente, donc j'essaye de récupérer le plus simplement possible en étant tranquillement à la maison, en respectant les heures de sommeil, en ayant une alimentation la plus saine possible. Alors, hier, c'était un match de rentrée, c'était un match difficile où vous avez eu le sentiment que vous n'étiez pas suffisamment préparé, vous personnellement et d'autres, que ça venait un petit peu tôt, ce match face à l'Autriche? Il est évident que ce match était un peu tôt dans
dans la programmation de la reprise dans l'entraînement. Je pense que pour moi et Alain Bogossian, nous faisons l'entraînement depuis 10 jours, un entraînement qui est basé sur beaucoup d'endurance et de travail de musculation. Donc on avait un peu les jambes lourdes et c'est sûr que pour évoluer à son meilleur niveau, c'était pas vraiment l'idéal. Bon, vous reverrez avec plaisir mettre 2 buts comme la dernière fois, hein? Peut-être pas de but. J'espère déjà remplir ma tâche défensivement comme ça n'a pas été le cas peut-être hier. Et j'espère que l'équipe de France continuera à faire rêver tous les Français. Merci beaucoup Liliane Thuram. C'était donc hier un match amical. Le score nul 2-2 entre l'équipe de France et l'Autriche pourrait faire penser que les champions du monde ont beaucoup faibli, mais ce n'était pas l'avis après le match de l'entraîneur Roger Lemaire comme des spectateurs du stade du Prater à Vienne. Reportage Christelle Bertrand, Jacques Gérard. Pour inspirer le respect de 40 000 spectateurs, il faut être champion du monde. Mais le respect n'empêche pas les Autrichiens d'être sans complexe. Ce sont eux qui emballent le match. Les Français passent un mauvais quart d'heure. 16e minute, Lilian Lasland a un sursaut d'orgueil. Il inscrit le premier but. Mais un mauvais placement par-ci, une erreur de défense par-là, et Haas en profite pour égaliser. Les Autrichiens vont même mener au score. Leboeuf fait une faute. Vacik inscrit le pénalty, 2-1 pour l'Autriche. C'est Bogossian qui va remettre les deux équipes à égalité. Score final 2-2, l'honneur est sauf. C'était un match de reprise avec une équipe qui, comme toutes les équipes qu'on va rencontrer maintenant, aura envie de battre le champion du monde. Mais on s'en est très bien sorti et on a opposé une bonne résistance. Les champions tricolores en ont vu de toutes les couleurs. Les Bleus, Verrel et Dehu ont bien réussi leur examen de passage. Les anciens sont dans le rouge. Un match en blanc pour une rentrée difficile. Prochaine échéance, l'Islande dans 3 semaines et l'Euro 2000 en ligne de mire. Et au lendemain de la très belle victoire de Christine Aron, championne d'Europe et détentrice du record d'Europe du 100 mètres, tous les espoirs sont maintenant permis pour l'athlète guadeloupéenne. L'espoir notamment d'un record du monde. Son entraîneur Jacques-Pierre Saint-Acte, qui fut celui de Marie-Josée Pérec, a toutes les raisons de croire que c'est possible. Reportage Laurent-Frédéric Bollet et Jean-Marc Sursin. Bravo ma chérie, c'est génial. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu m'as épaté, tu m'as fait vibrer, tu m'as ému, tu as tout fait d'un coup, quoi. Bravo. Je voudrais lui dire sincèrement que je suis de tout cœur et qu'aujourd'hui, ça m'a fait vraiment très plaisir de la voir si belle dans cette ligne droite. Voilà. Oui, belle est l'été et belle était la victoire. Les hommages n'en finissent plus de pleuvoir sur Christine Aron. Championne d'Europe du 100 mètres, nouveau record à la clé. Christine est depuis hier la 3e meilleure sprinteuse mondiale de l'histoire. Une ascension fulgurante. D'ailleurs, la grande Merlénoté qui lui remet sa médaille d'or ne peut s'empêcher de l'applaudir également. À 24 ans, Christine Aron est la nouvelle étoile de l'athlétisme français. À son hôtel hier soir, la délégation lui avait réservé une petite fête avec le tube de l'été sportif au programme. Et dans son discours, il y avait bien le message d'une chef de file. Et bon, j'espère que ça ma médaille vous motive et que vous allez tous vous concentrer, que vous allez faire encore de belles choses pour la France. Donc il ne faut pas vous éparpiller, surtout être concentré sur vos épreuves et puis donner le meilleur de vous-même. Voilà. Que de changements depuis ce temps où la petite Guadeloupéenne devenait championne de France cadette à Créteil. C'était il y a 10 ans, c'était avant de rencontrer Jacques Piacenta, devenu son entraîneur. Une entente qui marche, une association sans ombre. Jacques Piacenta connaît son métier, mais il connaît aussi les leçons du passé. Il y a encore 5 ans, il était dans la même situation, mais avec Marie-Josée Pérec. Ça s'est mal terminé, alors aujourd'hui il voudrait obtenir avec l'une ce qu'il a raté avec l'autre. Ce que j'aimerais réussir avec elle, c'est que le succès ne la change pas et qu'elle reste ce qu'elle est, une fille formidable. Ça serait bien ça. Mais ça n'a pas de la tarte non plus ça. On verra bien. En attendant, c'est l'heure des célébrations en l'honneur d'une fille en or. Les cheveux encore. Et comme elle est Christine. Alain Delon avait demandé la saisie du magazine hebdomadaire Marianne, arguant de la violation de l'intimité de sa vie privée. Le juge des référés a rejeté sa demande aujourd'hui à Paris, estimant la saisie du journal disproportionnée. Mais en revanche, le juge a considéré comme fautif ce journal et ordonné que Marianne, sur une pleine page, publie un communiqué constatant la violation de la vie privée d'Alain Delon. Reportage Florence Muller, Hervé Pozzo. La liberté d'expression n'a pas été conçue comme un droit d'ingérence dans la vie privée. En rappelant ce principe, le tribunal a condamné cet après-midi l'hebdomadaire Marianne à verser 20 000 francs à Alain Delon.
Cette semaine, le journal de Jean-François Kahn publie des extraits d'un projet de biographie de la star déjà interdit par la justice. Pour le tribunal, cet article a porté atteinte à la vie privée de l'acteur. On n'a pas le droit de prouver en France qui couche avec qui, par exemple. Et c'est bien normal. Accepteriez-vous qu'on s'y mise sous votre matelas? Supporteriez-vous qu'on soit dans votre salle de bain le matin? Le journaliste Bernard Violaine avait écrit que 18 pages d'un synopsis pour une future biographie. 18 pages qu'Alain Delon a qualifiées de jus de poubelle. Concernant ses affaires professionnelles, ses activités professionnelles et ses relations, je veux dire, avec des mafieux notoires ou avec des hommes politiques d'extrême droite, c'est peut-être ça qui gêne aujourd'hui M. Delon. Pour Jean-François Kahn, il ne s'agissait pas d'attenter à la vie privée de Delon, mais de réagir face à la décision des juges qu'il considère comme une censure. Ils ont voulu prouver qu'on pouvait interdire un livre avant même qu'il ait été écrit. Chose extraordinaire, vous imaginez, interdire un livre avant même qu'il ait été écrit. Eh bien, nous, on a voulu leur prouver qu'on pouvait les prendre à leur propre piège. Dans les prétoires, la question de l'atteinte à la vie privée s'oppose régulièrement au principe de liberté d'expression. Suivant les intérêts de nos magistrats, suivant la conception qu'ils ont eux-mêmes de la vie privée, leur personnalité, on arrive à des jurisprudences qui vont un peu, suivant les cas, dans tous les sens. Mais aujourd'hui, les décisions de justice semblent tout de même s'engager en faveur d'une plus grande protection de la vie privée. Le député RPR Patrick Devedjian, dans le journal Le Monde, estime que démocratie libérale d'Alain Madelin viole, je cite, les fondements de l'Alliance en faisant intervenir par la petite porte et subrepticement un accord avec le Front National. Et M. Devedjian demande l'interdiction pure et simple du Front National. La baisse des taux des prêts immobiliers se poursuit. L'Agence nationale pour l'information sur le logement affirme que l'on n'avait pas vu ça depuis très longtemps. On peut emprunter à moins de 6% pour se loger. Il est vrai que les banquiers constatent que les clients sont bien informés et pugnaces. Reportage Sébastien Vibert, Bernard Connor. Je voudrais revoir un petit peu cette offre de prêt. Qu'on étudie à nouveau le financement, les différents notamment paramètres. la durée de remboursement qui me paraît un peu longue. D'accord. Cela fait plusieurs mois déjà que Maurice Monnier, conseiller immobilier, accueille dans son bureau des clients comme celui-ci. Courtois, mais déterminé. Les clients n'hésitent pas à nous demander jusqu'où on peut aller, à nous indiquer que certaines banques leur ont accordé une réduction de taux ou une réduction de frais. Donc ils poussent au maximum pour savoir jusqu'où on peut leur accorder, jusqu'où on peut s'aligner par rapport à nos concurrents. Concurrence telle aujourd'hui entre les banques que les taux fixes et variables n'ont quasiment jamais été aussi bas. L'Agence nationale d'information sur le logement, l'ANIL, compare ces taux tous les 3 mois. Et ses conclusions sont claires, en 3 ans, ils ont perdu 3 points. Pour une même mensualité, un ménage pourra emprunter sur 15 ans 20% de plus que ce qu'il pouvait emprunter il y a 3 ans. Alors que durant la même période, les prix immobiliers sont restés sages. Les clients en cours de remboursement n'hésitent pas eux non plus à renégocier leur taux d'emprunt auprès de leurs banquiers. Des banquiers qui ne s'attendent guère à voir les taux remonter prochainement. Heureuse période donc pour les acheteurs. Surtout ceux qui investissent dans l'ancien, leurs frais de notaire baisseront d'1,5% dès le 1er septembre prochain. Enfin, voici un constat mystérieux, une plage qui se déplace. C'est sur l'île de Groix, une plage très célèbre, la plage des Grands Sables, qui opère depuis quelques années un glissement progressif. Les rochers remplacent le sable. Reportage sur cette plage particulière de l'île de Groix, Olivier Sioux, Michel Hiver. Les Grands Sables, c'est une drôle de plage. D'abord parce qu'elle est convexe, ce qui est, paraît-il, unique en Europe. Ensuite et surtout parce que cette plage-là est un peu baladeuse. Aujourd'hui, elle est plutôt là, mais il y a quelques années, elle était ici. Au départ, il y a 10-12 ans, la plage s'arrêtait au phare rouge que nous avons sous les yeux. Là, on voit le petit point rouge sur la photo. Et aujourd'hui, la plage, elle démarre au petit phare rouge pour partir par là. Donc elle s'est déplacée, toute cette longueur-là s'est déplacée de l'autre côté. Du coup, la remise des bateaux qui auparavant étaient posés sur le sable domine maintenant fièrement de plusieurs mètres des rochers. Évidemment, pour sortir le Zodiac, c'est moins pratique. Modification des courants marins ou conséquence des tempêtes, les scientifiques, eux, sont plutôt perplexes devant ce phénomène qui ne fait pas forcément les affaires des habitués du lieu. On a vu la plage doucement bouger, doucement on a changé d'habitude, on a changé de chemin, on passait par le chemin du bout, après on passait par l'autre chemin, par le phare, etc. Puis pour finir, ça a un peu gâché une plage parce qu'avant c'était vraiment le bout de l'île, c'était magnifique, on voit sur toutes les cartes postales,
C'était vraiment le bout de l'île, alors que maintenant c'est plus du tout au bout. Autre malheureux, le village VVF qui à sa construction avait à ses pieds une superbe plage et qui doit maintenant se contenter d'une modeste crique. Enfin, une modeste crique à l'échelle de la beauté des côtes de l'île de Groix. Et puis de toute façon, il faut savoir rester optimiste. Comme le principe des plages convexes sont plus soumises aux intempéries, aux courants, aux choses comme ça, peut-être qu'elle va revenir. Donc bon, on verra bien. On espère. Fortement. Enfin, sable mouvant ou non, tout cela n'empêchera pas les plus obstinés de continuer à apporter leur contribution, certes modeste, à la modification de la topographie du littoral breton. Voilà, et avant de vous refermer ce journal, je vous rappelle l'information que nous avons donnée en début de journal. Elle venait des États-Unis, puisque le président Clinton a annoncé une double frappe au Soudan et en Afghanistan contre des bases terroristes. Dominique Derda, vous êtes en direct de New York. Qu'est-ce que l'on sait de plus à partir de cette déclaration du président Clinton ? Écoutez, ce que l'on peut dire, c'est que Bill Clinton reprend l'initiative de la façon la plus spectaculaire qui soit en annonçant ces frappes aériennes. Il démontre à l'opinion publique américaine que malgré toutes les attaques personnelles contre lui, il reste le président des États-Unis, capable non seulement de gérer les affaires courantes et les crises conjugales, mais aussi de défendre les intérêts de son pays. Les attentats de Nairobi et de Dar es Salaam ont causé un émoi considérable dans la population américaine, bien plus que l'affaire Lewinsky. Bien sûr, certains ne se priveront pas de soupçonner Clinton d'avoir ordonné ces raids aériens pour détourner l'attention de ses frasques sexuelles. La Maison-Blanche ne manquera sans doute pas dans les heures qui viennent, et d'ailleurs elle s'y emploie déjà, de donner plus de détails sur les cibles visées et le résultat des frappes pour devancer et démentir ces accusations. Merci Dominique. Et puis l'autre information qui faisait l'un des titres de cette édition, espoir de négociation en République démocratique du Congo et arrivée à Kinshasa d'un certain nombre de troupes venues en renfort du président Kabila. On espère des négociations et un cessez-le-feu. La rébellion l'a proposé. Dans quelques instants, la météo. Isabelle Martinet annonce de la pluie et du vent au nord et du soleil en Méditerranée. Ensuite, vous aurez le plaisir de retrouver Olivier Mine dans le magazine Les Nouveaux Mondes. Dernière édition du journal, c'est vers 23h30, présenté par Florence Duprat. Ce sera juste avant l'hommage rendu par la chaîne à Julien Green en rediffusant le apostrophe de Bernard Pivot. Demain à 7h50, Marie-Pierre Farkas recevra pour les 4 vérités Gilles de Rebien, le député-maire d'Amiens. Demain à 20h, c'est Béatrice Schoenberg qui vous présentera cette édition. À lundi, bonsoir, merci.